Elles étaient différentes. Je les ai prises, je les ai regardées, mais je ne les ai pas essayées. Parce que j'ai une règle d'or quand je fais du shopping. Je n'essaie jamais une paire de chaussures à moins de pouvoir me l'offrir. Sinon, c'est de la torture. Il faut avoir dans sa garde-robe le bon mocassin, la bonne ballerine, le bon escarpin, une botte à talons un peu chic, une sandale du soir, un escarpin idéal, une ballerine, une sandale, une tropézienne, un nu-pied, un mocassin. Voilà, c'est des espèces d'icônes, c'est des chaussures emblématiques d'emploi dans la journée et dans la vie d'une femme. C'est pour ça qu'on passe notre temps à se racheter des chaussures et on en a acheté encore plus. C'est le cercle infernal de la mode en fait. Elles sont dingues de chaussures. Je suis pas collectionneuse, j'ai juste envie de changer tous les jours, voilà. Mais parce que je pense que j'ai une angoisse aussi du quotidien, de toujours mettre la même chose, de toujours avoir la même paire de chaussures. Donc il faut que j'ai le sentiment que c'est tous les jours différent. Et ça va avec ça. Les chaussures exercent sur les femmes une fascination si intense que les Américaines en achètent en moyenne 7 à 8 paires par an, ce qui les place au premier rang mondial des accros aux chaussures, talonnées de près par les Françaises. Car cette addiction semble prendre des proportions universelles. Selon le site du magazine Vogue, 80% de ces lectrices françaises affirment être obsédées par les chaussures, à un point tel que la valeur de leur placard à chaussures pourrait se monter à la coquette somme de 7 000 €, soit l'équivalent d'une petite voiture, de 400 rouges à lèvres, de 3000 expresso ou de 250 ans d'abonnement à un magazine. Quand j'achète des chaussures dont je n'ai pas un besoin urgent et absolu, j'ai toujours un petit sentiment de culpabilité. Je sais que c'est du luxe. Je crois que c'est pour ça que mes chaussures ont souvent un côté très classique. C'est pour éviter cette culpabilité. Je m'arrête à 300 €. Non pas que j'ai beaucoup de chaussures à 300 €, mais au-delà de cette somme, ça commence à faire beaucoup. Ça se rapproche de mon loyer et là... Mes chaussures coûtent en moyenne entre 700 et 900 € la paire. Mais ça peut monter jusqu'à 2000 €. Et mes bottes, encore plus. Je sais. Il y a 30 ans, le marché de la chaussure était déjà considérable, mais aujourd'hui, il a plus que doublé. Le chiffre d'affaires du magasin tourne autour de 4,5 millions d'euros. Elles se vendent toutes, mais le genre qui marche le mieux en ce moment, c'est celui de cette very privée. Pas forcément dans cette couleur, mais dans ce style. Classique, semelle compensée, ouverte, 12 cm de talon, et très confortable. Designers haut de gamme, boutiques de luxe, marques de chaussures, grands magasins. Tous se délectent de notre faiblesse pour les chaussures. De New York à Paris, on redouble d'imagination et d'ambition pour s'attirer nos faveurs et assouvir notre passion pour les chaussures. À Paris, le rayon chaussures des Galeries Lafayette s'étend sur plus de 3000 m² et n'expose pas moins de 12 000 paires. Un défi de taille que New York a relevé sans sourciller. Le Macy's de Herald Square se targue d'être devenu le plus grand magasin de chaussures au monde grâce à un nouvel étage de 6000 m² exclusivement dédié à cet accessoire. Les plus compulsives des clientes pourront même y trouver, outre quelques 300 000 paires de chaussures, un bar à chocolat et à champagne où elles pourront se remettre de leurs émotions. En moyenne, les Américains achètent aux alentours de 20 millions de paires de chaussures par an. Ce marché représente 40 milliards de dollars aux États-Unis. Les femmes à elles seules sont responsables de 60% de ces 40 milliards de dollars. Ces chiffres sont éloquents. Les femmes se taillent la part du lion. Le marché de la chaussure, pour hommes et enfants, ne fait même pas la moitié. Même en période de récession, ce marché reste une affaire de passion. Peut-être que les femmes n'achètent plus que 5 paires par an, elles se limitent même à 3, mais elles n'ont jamais arrêté d'en acheter. Dans les titres aujourd'hui, la crise financière continue à faire des ravages. Les effets de la crise
Pendant la récession, les femmes se sont rabattues sur les chaussures. Elles ont tiré un trait sur les ensembles, sur les petites robes, mais pas sur les chaussures. Et ces chaussures ont donné un second souffle à leur garde-robe. Elles ont donné aux femmes l'impression de pouvoir rester dans le coup et de s'identifier aux pages mode des magazines Vogue. Comment cet objet, d'abord simplement pratique, est-il devenu un accessoire de style? Les femmes ont osé assumer leur obsession pour les chaussures à la suite des héroïnes de Sex and the City, série phare des années 90, qui avouaient aimer les chaussures autant qu'elles aiment les hommes, le sexe et les cosmopolitains. Les médias y sont pour beaucoup. Je suis certaine que des séries comme Sex and the City ont contribué à lancer certains créateurs. Le week-end de la sortie du film, les ventes ont explosé. Les femmes allaient voir le film avec au pied des chaussures fabuleuses que Carrie ou Samantha n'auraient pas reniées. Elles ont fait des chaussures un objet de désir, un objet sexuel, une manière de s'affirmer. Je m'achèterai ces chaussures même si je ne peux pas me les offrir. Et elles se sont emparées du marché qui s'est soumis à leurs désirs. On plongeait dans un microcosme de femmes qui osaient sortir du placard, on ne pourrait pas mieux dire, toute une sorte de sujet jusque-là tabou. Le sexe, le mariage, la maternité et les enfants, leur carrière et au milieu de tout ça, on trouvait les chaussures. Elles ont révélé aux femmes leur obsession pour les chaussures et elles leur ont permis de vivre cette obsession au grand jour, sans complexe. Depuis Sex and the City et ses redoutables fashionistas fétichistes, la passion pour les talons atteint des sommets, pour le plus grand plaisir des professionnels du marketing qui usent et abusent de notre addiction pour voir jusqu'où nous serions prêtes à aller pour une paire de talons. Et à quelle vitesse? Tous les ans, à Central Park, des femmes enfilent leur tenue de sport et leurs talons aiguilles pour la bonne cause. En Europe, des athlètes perchés sur au moins 7 cm de talons sont prêts à tout pour franchir la ligne d'arrivée et remporter les 1 000 € de chaussures qui les attendent. Si certaines d'entre nous sont prêtes à risquer de se tordre les chevilles pour avoir leur dose et assouvir leurs besoins de chaussures, cela ne cache-t-il pas autre chose qu'une simple passion pour la mode? Cette obsession que de nombreuses femmes partagent s'explique par le fait que les chaussures jouent sur nos émotions. Ce doit être le seul accessoire qui peut changer notre humeur. Il influence notre identité, la manière dont nous sommes perçus par les autres comme par nous-mêmes. Les autres accessoires ne font pas autant d'effet. J'ai l'impression que chez beaucoup de filles, les chaussures sont associées à leur personnalité. Elles reflètent leur identité. Vos chaussures parlent de vous. Elles disent qui vous êtes. Celle-ci dit « Je suis élégante sans trop en faire, je suis confortable et parfaite pour aller à un déjeuner ». Celle-ci c'est « Je suis cool, je suis fun, je sais m'amuser ». Quand on veut savoir comment je me sens, il faut regarder mes chaussures. Si je suis comme ça, il ne faut pas me faire chier. Si j'ai mes bottes de moto, aujourd'hui, il ne faut pas me faire chier. Si je suis comme ça, je vais être très très séductrice ou executive woman, je vais à un rendez-vous. Si je mets ça, je me sens bien et puis je vais pouvoir gambader, mais en même temps, je suis à talons, donc voilà, j'ai la silhouette qui va bien. Donc voilà, ça va avec l'humeur du jour. La femme aujourd'hui a 10 000 facettes, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle soit mère, il faut qu'elle soit maîtresse, il faut qu'elle puisse faire tout ça et donc il faut qu'elle ait une garde-robe assez conséquente. Je me suis dit c'est peut-être bête d'acheter 12 ballerines et donc on en achète une et puis on change la décoration, voilà, on enlève et on magnétise un autre accessoire et on peut décorer à souhait sa chaussure comme ça. Alors ça peut s'appliquer sur
des chaussures de tous les jours, mais également des chaussures pour le soir. On enlève et on met un autre accessoire. Et hop, on a une chaussure complètement différente. C'est tout l'attrait de la chaussure. L'opportunité de devenir quelqu'un d'autre, de jouer un rôle pendant un jour, une heure, un instant. Qu'on le veuille ou non, on nous colle un masque. Et on finit par s'y identifier. Mais pourquoi ne pas s'en détacher et jouer un tout autre personnage, donné dans le fantasme? Avec des talons hauts, des sandales, des bottes, des ballerines, des chaussures de stripteaseuse. Parfois, il suffit juste d'un petit accessoire pour changer de personnage, d'un petit truc en plus, et on se retrouve dans un monde complètement différent. Pas magique, je pense que c'est purement psychologique. Là, pour le coup, c'est vraiment un jeu un jeu identitaire avec soi-même. Et je pense qu'il y a vraiment cette illusion que ce petit objet, à lui seul, va les transformer totalement. Artifice ou réalité? Toutes les petites filles sont bercées par l'histoire de Cendrillon, avec laquelle on nous fait rêver dès notre naissance. Une jeune fille pauvre trouve l'amour, épouse un prince et vit heureuse jusqu'à la fin de ses jours. Tout ça grâce à une simple chaussure de verre. Efficacité redoutable. Mais Cendrillon n'est pas la seule à se servir de ses chaussures pour avancer dans la vie. Ces accessoires ont toujours été un moyen infaillible d'affirmer notre statut social, depuis les hautes semelles de la Renaissance aux chaussures hors de prix de nos designers contemporains. Voici le portrait d'une femme de la noblesse de Gênes par Van Dyck. On constate que cette jeune femme est magnifique et que sa pose est très élégante. Si on regarde plus attentivement, on remarque que la ligne de sa jambe est soulignée par la façon dont elle tire sa robe. Je pense que son pied se trouve à ce niveau ici, ce qui veut dire que sous sa robe, elle porte des chaussures avec des semelles tout à fait conséquentes. En Italie, les chopines n'étaient pas portées à la manière des talons d'aujourd'hui, que l'on veut exposer et montrer. Au contraire, elle faisait partie de la panoplie des sous-vêtements, dont le but était de modifier la silhouette de la femme, mais également de rajouter volontairement une longueur non négligeable de tissu. Le fait d'ajouter une telle longueur à sa robe revient à rajouter le prix d'une petite voiture de sport au coût de sa tenue. Ses chaussures étaient excessivement hautes, et je n'exagère pas. Elles pouvaient faire jusqu'à 54 cm de haut. C'est la taille de cette chopine qui est l'exemplaire le plus haut qui nous reste de cette époque. On montre toujours son statut social par la chaussure, et d'ailleurs on voit bien qu'aujourd'hui encore, chez les créateurs, le prix des chaussures recommence à devenir quelque chose de délirant. Ça va coûter jusqu'à 6, 7, 8, 9 000 euros, peut-être probablement plus encore. C'est-à-dire que par rapport au salaire moyen français, on est à nouveau dans l'idée de montrer par le pied sa puissance et son pouvoir. Soyons honnêtes. C'est à cause des designers. C'est une question de statut. Quand il y a une paire dont tout le monde rêve sans pouvoir se l'offrir, et que vous le pouvez, et que vous appelez, et que vous envoyez quelqu'un vous les chercher, c'est extraordinaire. Vous avez l'impression d'être exceptionnel. Elles sont exposées telles des bijoux, des parfums, des sculptures. Elles sont d'une beauté que les mots ne peuvent exprimer. Ce sont des œuvres d'art. Quand j'achète une paire de chaussures, c'est de l'art que j'achète. Et quand je les regarde dans mes placards, je me dis, qu'est-ce qu'elles sont belles. J'ai craqué pour ces chaussures parce que je les trouvais absolument divines. Mais je sais que je ne les porterai jamais. Impossible de marcher avec. Je ne les ai même pas essayées. Mais elles étaient tellement belles que je voulais qu'elles soient à moi. Objets d'art, de fantasmes, d'affirmation sociale, les chaussures sont devenues de tels totems que ceux qui n'étaient autrefois que de simples cordonniers haut de gamme sont aujourd'hui de véritables icônes de la mode, révérées à la manière de rockstars ou de vedettes de cinéma.
Mais ils le méritent, car finalement, ils font partie des rares hommes à avoir réellement trouvé notre point C. C comme chaussure. Impossible de parler chaussures sans parler de Manolo Blahnik, ou sans mentionner le nom de Christian Louboutin. Pierre Hardy, un trésor, Bruno Fissoni est un magicien. Mais ce serait un tort d'oublier les bons vieux classiques comme la maison Ferragamo, qui est à nouveau incontournable. Tout à fait, je suis cordonnier. Mais je fais bien plus que de la cordonnerie. J'ai bien trop de chaussures à réaliser. C'est de la cordonnerie quantitative. Je sors 350 paires par an. Un soulier comme celui-ci. Je peux le faire, le refaire, indéfiniment d'une certaine manière. Il a une forme, il a son talon. Celui-ci, il y aura un petit nombre de paires parce que c'est une personne qui, au Maroc, a un marteau et fait ce travail de dinandier. Et il y a un espèce de plaisir à avoir un objet qui n'existe pas beaucoup. Celui-là, il s'appelle Engine Spikes. Pour moi, c'est presque comme une espèce de pièce usinée. C'est presque comme une voiture, c'est presque comme un bateau très fin qui irait très vite, avec ses clous comme ça. Ça, c'est le magicien d'Oz aussi, absolument. Dans cette couleur, c'est magicien d'Oz. J'ai essayé d'inventer ce que j'ai appelé le talon lame, comme ça, donc une lame de métal très très fine de profil et plus large de dos. Pour retrouver cette idée, enfin, avant ça s'appelait le talon aiguille, donc de retrouver dans ce vocabulaire comme ça un peu agressif, un peu mordant, d'une nouvelle chaussure, mais peut-être plus moderne, plus... Voilà, donc en fait, j'ai pas inventé grand-chose, mais c'était plutôt reformuler cette idée-là de l'escarpin. Le talon, c'est ce qui est l'attrait de la chaussure en général. Vous voyez, la ligne arrondie ici, le talon arrondi, très simple. Finalement, c'est une ligne très simple, mais c'est quand même une chaussure qui est particulière. Finalement, il y a une ligne ronde qui se met. Et sur le pied, c'est très joli, parce que le pied remplit la chaussure. Mon métier, c'est d'abord décider. C'est d'abord ce qui m'intéresse. La réalité finale, c'est le look. Moi, j'exerce mon œil et je suis là en forme de guide, non pas suprême, mais j'espère supérieur. Les hommes n'accordent pas autant d'importance au confort de la chaussure. L'importance est dans le look, dans le travail du cuir, dans les petits détails, etc. Maintenant, c'est les bottiers, ou en tout cas les designers qu'on connaît aujourd'hui, sont quand même des gens au fait et savent si une chaussure va être confortable ou pas. Ils le savent pertinemment bien. Je pense que peut-être il s'en moque un peu. Je pense que l'idée de faire des chaussures confortables ou pratiques n'effleure même pas les créateurs. Ils vont plutôt explorer des territoires peuplés de fantasmes qui nous font toutes rêver et vers lesquels les créatrices n'iraient jamais. La création des chaussures est un art. Dès les premiers instants, dans les grandes manufactures italiennes, chez les Ferragamo, chez les viviers du monde entier, il y a d'abord un artiste, ce que les gens ont tendance à ignorer. Ils prennent les chaussures comme des produits finis, des produits commerciaux, mais pour faire une arche, il faut un architecte. C'est d'abord un exercice finalement de design et d'architecture aussi, parce que évidemment le corps est posé sur une seule base, et donc si architecturalement l'immeuble n'est pas sain, la structure n'est pas saine, vous vous écroulez. Il n'y a pas de flou dans la chaussure, il n'y a pas de distance entre le corps et l'objet, entre le pied et le cuir. L'un se moule sur l'autre. C'est ça que j'aime bien, je crois. Ce qu'il y a de plus difficile à faire, c'est l'escarpin. Oui, parce que tout doit être parfait. Le point d'équilibre du talon, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Un escarpin, voilà. Un petit escarpin. Ça fait 38 ans que je m'exerce.
Mais je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, je commence à me débrouiller. S'il y a bien une chose que les plus grands créateurs ont en commun, mis à part le fait d'être presque tous européens, c'est leur amour et leur fascination pour la chaussure à talons, la reine des chaussures, celle qui occupe toutes nos pensées. Le XXe siècle a vu la chaussure à talons s'implanter fermement dans la culture populaire, devenant même un symbole de féminité et d'émancipation de la femme. Les femmes ont abordé le XXe siècle engoncées dans des jupes longues et des bottines montantes. Il s'agissait de se cacher et non de se dévoiler. Mais après la Première Guerre mondiale et l'accession au droit de vote des femmes, les ourlets ont rétréci et la chaussure est devenue l'accessoire vedette de la garde-robe féminine. Les toutes premières femmes à adopter la chaussure à talons étaient les garçonnes, ces femmes libérées des années 20 qui clamaient haut et fort leur indépendance en dévoilant leurs chevilles et en dansant le charleston, en talons hauts. Très vite, elles sont imitées par Betty Boop, petit bout de femme coquin et impertinent, star du grand écran, qui rencontre un succès sulfureux avec sa robe moulante, ses porte-jartelles et ses talons hauts. Doit-on en conclure que seules les femmes légères osaient les talons hauts? Ce fut le cas, mais pendant un temps seulement. Car après la Seconde Guerre mondiale apparaît un tout nouveau style de talons hauts. Et pour le plus grand plaisir de tous, il devient rapidement le symbole ultime de la sensualité. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, la mode était aux talons très massifs, aux semelles compensées. Voici une de mes chaussures préférées, typique de la mode des années 40, avec une semelle très épaisse. Et même s'il s'agit d'une chaussure à talons, celui-ci est trapu. La semelle est compensée. Voilà ce qui était à la mode. Mais quand on se penche sur les femmes qui faisaient fantasmer les hommes pendant la Seconde Guerre mondiale, les pin-up qu'ils punaisaient dans leur baraquement portaient des talons très pointus, sans semelle compensée. Et quand les soldats sont rentrés au pays, la mode féminine s'est adaptée à ce qui les avait fait rêver et s'est rapprochée de l'idéal de la pin-up. C'est à partir de ce moment-là que le talon aiguille fait son entrée dans la mode. J'ai ici un exemple de ce que je considère être un des tout premiers stilettos. Ce n'est ni un Vivier, ni un Ferragamo, donc il est bien antérieur à ce que feront ces marques plus tard. Mais on voit déjà comment le talon s'affine et s'allonge singulièrement. Voici le genre de stiletto que Gucci a récemment sorti, avec un talon vertigineux. Cela donne une idée de cette incroyable innovation des années 50, qui consistait à intégrer une pièce métallique au talon. Aucun chausseur ne peut légitimement revendiquer la paternité de l'invention du stiletto. Depuis leur apparition fracassante au début des années 50, les stilettos, ou dagues pointues en latin, se sont fait remarquer comme l'emblème des femmes en quête de féminité et d'indépendance. Détrônant tous les autres styles de chaussures, le stiletto est passé de la chaussure des stars à la star des chaussures. Quand les hommes sont rentrés de la guerre, les femmes ont dû leur rendre les emplois qu'elles avaient occupés durant leur absence. Il n'était plus question de la femme forte et solide de la Seconde Guerre mondiale. Les femmes étaient censées tenir leur maison, être une bonne épouse, une bonne mère et repeupler la nation. Et très rapidement, la culture s'est mise à érotiser le corps de la femme et à mettre en avant le côté fécond de la femme en l'encourageant à porter des talons aiguilles dans à peu près toutes les situations de la vie courante. Cette nouvelle forme de féminité frivole a notamment été mise en scène par les grands médias, comme Hollywood. Chez toutes les sirènes du grand écran, c'est le même refrain. Jamais sans mes stilettos. Marilyn Monroe, Jane Mansfield et tant d'autres, le public ne se lasse pas de ces éblouissantes chaussures. Une sortie, un film, une séance photo, les stars se parent immédiatement de leurs stilettos et de leur sex appeal. Et tandis que cette mode gagne du terrain, c'est l'identité des femmes qui est sur le point de changer à jamais.
En 1958, une nouvelle icône de la culture populaire fait du talon le fer de lance de l'attirail de la femme fatale, Barbie. Ses pieds ont été une fois pour toutes moulés pour ne porter que des talons, sur lesquels elle est perchée depuis maintenant plus de 50 ans. Un des créateurs contemporains les plus en vue a même récemment dessiné toute une collection de chaussures pour ses beaux pieds. Pur produit de la culture pop, le stiletto voit néanmoins sa courbe de popularité baisser dans les années 60 et 70, proportionnellement à la montée des mouvements féministes. Mais les talons font leur retour dans les années 90, portés haut, très haut, défiant un peu plus les lois de la gravité à chaque nouvelle saison. Je fais partie de celles qui adorent porter des talons. J'aime me sentir grande. Du coup, quand je sors avec mon mari, je peux l'embrasser sur la bouche. J'adore la ligne d'un stiletto bien affûté. Je trouve ça très sexy. D'ailleurs, c'est incroyable. L'homme est le seul être à marcher sur deux pattes. Et en plus, on lui met des talons de 12 cm sous les pieds. C'est incroyable. Là, il y a quelque chose que moi, je ne l'excite pas. Je ne l'excite pas, mais j'aime. Le 12 cm de cambrure, et je crois la cambrure maximum, parce qu'on est pratiquement sur les pointes. Et donc, à ce moment-là, il y a une perte d'équilibre. Le centre de gravité complètement basculé en avant et fait un effort beaucoup trop puissant sur le dos pour qu'on puisse vraiment rester debout. Après, on est vraiment... Il vaut mieux rester sur un lit. Je n'ai pas de limite pour les hauteurs de talons. Oh, je dois bien faire 18 cm de plus, à mon avis. Les danseuses aiment beaucoup les chaussures à talons. Et les talons, c'est vraiment le moyen de nous décontracter le bas de jambe. C'est une partie de plaisir, les chaussures. Celles-là, elles sont sublimes. Hein. Comme ligne, c'est assez joli. C'est très haut, mais il y a un petit patin. Alors, le petit patin diminue la hauteur. Là, ça pourrait être du 10, on a jusque du 6. Et ça, c'est jouable aussi, toute la journée. C'est une petite manière de tricher qu'ont trouvé les créateurs pour nous proposer du très haut, mais portable. Quand on fait... Vous êtes là, il y a 9 cm, mais la cambrure est faible. Donc ça, c'est très confortable. Avec un bloc, vous évitez d'avoir des cambrures trop fortes. Et vous avez quand même une silhouette élevée. J'adore entrer quelque part et être la plus grande. Peu importe la hauteur du talon, l'épaisseur de la semelle. J'adore dominer, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que l'air est meilleur là-haut. Plus les talons sont hauts et fins, plus le corps est déséquilibré et la démarche maladroite. Mais que ne ferait-on pas pour dompter une paire de talons de 12 cm? Ce sont des chaussures limousines. Je préviens mes clientes quand elles les essaient qu'elles font un bon 12 cm. Ces escarpins sont aussi sexy qu'inconfortables. Des escarpins sadomaso, juste bons à être belles et à s'asseoir. Si vous allez quelque part où vous pourrez vous appuyer contre un mur ou vous asseoir, alors c'est parfait. Et pour rentrer, limousine indispensable. Quand je me promène dans le quartier de Meatpacking à Manhattan, je me méfie parce qu'il y a des pavés partout. C'est traître. Si je suis avec mon meilleur ami, je me pends à son bras. C'est mon sauveur. Regardez la semelle. Vous ne tenez sur presque rien. Il faut regarder où on met les pieds avec ces chaussures. Quand vous avez un talon de 10 cm, c'est pas fait pour marcher. Vous regardez comment elle marche. On est fait comme des canards. Non, c'est pas fait pour marcher. Elles sont pas bien, c'est pas vrai. On dit on ne peut pas marcher avec certains talons, mais c'est un peu la même chose si vous faites du patin à glace. La première fois, vous n'y arrivez pas. Il faut apprendre à marcher avec un talon haut. Certaines femmes disent « je ne peux pas », mais elles n'ont pas essayé.
Parfois, c'est un peu... Je manque un peu de grâce. Aucune femme ne peut se vanter d'être toujours parfaitement gracieuse avec ses talons. Mais ça s'apprend. Voilà ce qu'il faut faire. On met un pied devant l'autre et on balance. Voilà ce qu'il faut éviter. Vu? Il ne faut pas faire de trop grands pas. Il faut faire... Boom, 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 kick. Toujours se tenir un peu en arrière. Voilà comment il ne faut pas monter des marches. Avec nonchalance. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Bonsoir, comment allez-vous? Voilà. Ah, on revient. Marcher avec des stilettos n'est décidément pas une mince affaire, surtout avec des talons qui sont passés de 7 à 12 cm en 10 ans. Voilà. Alors, c'est quand on met ce pied-là, on tape de ce côté-là? Voilà. Donc, en fait, quand vous faites un pas, tout le poids que vous avez, vous le balancez sur un côté. Après, hop, sur l'autre. Hop, hop. Un peu partout, les femmes sont en quête de conseils pour apprendre à porter ces accessoires vertigineux et à éblouir leur monde. Ajoutez de souplesse, en fait, dans les genoux. Donc, pliez-les un petit peu. Ça ne signifie pas qu'il faut marcher comme ça. Et redressez-vous, les filles. Plier, relever, relever et plier. Plier, relever, relever et on descend. Encore. Legwork, un programme de fitness new-yorkais, propose des exercices de tonification afin de préparer son corps à la marche en talons aiguilles. Nous faisons tout un tas d'erreurs quand nous portons des talons, comme avoir les chevilles molles, les genoux raides, ou les hanches bloquées. Voici quelques conseils pour éviter ces erreurs. D'abord, tenez-vous droite, la poitrine en avant. Vous dégagerez une impression de confiance et vous contrebalancerez le changement de gravité induit par vos talons. Ensuite, faites fonctionner vos abdominaux. Cela activera vos muscles dorsaux, très utiles pour votre stabilisation. Enfin, détendez vos hanches et vos genoux. Vous avez compris? On y va. Bien droite, on contracte les abdos et on relâche les hanches et les genoux. En un rien de temps, votre démarche deviendra fluide et sexy. Mais avouons-le, les talons peuvent vite devenir des instruments de torture. À long terme, problèmes de genoux et de dos, et à court terme, ampoules et lacérations. À qui n'ont-ils jamais arraché de larmes? Toute petite, on nous apprend qu'il faut souffrir pour être belle. Et que celles qui ne tentent rien n'ont rien. Même avant de porter quelques-unes de mes paires préférées, j'y réfléchis à 2 fois. Je sais que je ne pourrais tenir que quelques heures avec, et que je ne pourrais pas faire telle ou telle chose. Mais cela fait partie du jeu, et c'est une des raisons pour lesquelles ça me fascine tellement. Dès les premières douleurs, rentrez chez vous. Avec ces chaussures, hors de question de marcher. Conduisez-moi au restaurant, faites-moi asseoir et ne m'en demandez pas plus. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles et tellement sexy. Importable, mais sexy. Mais pour continuer à mettre nos chers talons, on ne reculerait devant rien. Je vais travailler sur cette zone, de ce côté-ci, et ici aussi. Certaines ont même recours à la chirurgie pour réparer les dégâts. Quand on porte des talons, le coussin plantaire s'échauffe vite. Au fil des ans, les femmes qui ont l'habitude de mettre des talons finissent par perdre l'élasticité de ce coussin. Je la restaure. Sans opérer, j'injecte un produit qui remplace ou rajoute du collagène au coussin plantaire afin de pouvoir continuer à mettre des talons. Désir et douleur, plaisir et supplice, nos talons sont nos pires ennemis, mais l'effet stiletto est proprement irrésistible.
Les talons vous donnent de l'assurance. Ils mettent en valeur vos tenues, ils subliment vos jambes. Même quand on a du mal avec sa féminité, il suffit d'enfiler ses chaussures et on devient une autre femme, 1000 fois plus sexy. Effectivement, quand on enfile une paire de chaussures, la cambrure fait ressortir les fesses de 25% de plus. Le torse est bombé, donc les seins sont dehors. Et du coup, ça change l'intégralité de la représentation de soi. Dès qu'on met une chaussure à talons aiguilles, il y a quelque chose en soi qui fait qu'on se sent femme. Vous pouvez faire l'expérience avec n'importe quel homme. Vous lui demandez d'enfiler des talons aiguilles, et dès qu'il commence à marcher, il sent qu'il est comme pénétré, si je peux dire, par quelque chose de féminin. Bien sûr, il y a le maquillage, la coiffure, le corset, mais dès qu'on enfile ses talons, c'est bon, tout est là. C'est la tiare que l'on pose sur la tête de la reine, sauf que c'est à l'autre bout du corps. Regardez le galbe que ça donne à la jambe. Pas mal, non? Regardez, admirez cette courbe. Avec des talons, on ne peut pas s'empêcher de poser. Et dès qu'on adopte ces poses, on attire le regard des autres. On doit marcher plus lentement, ce qui nous donne une allure plus sexy. On se met à onduler. La modification de leur posture et de leur zone pelvienne va déclencher des réactions sexuelles. Elles vont avoir un comportement plus sexuel. Leur corps se mettra à sécréter des hormones sexuelles. Il y a, oui, l'intégralité du corps qui se met, encore une fois, en situation de parade. Chez les animaux aussi, il y a la parade. Les animaux comme les humains ont besoin de communiquer sans mots pour se dire des choses sur la question du désir. Ça se voit à la manière dont elles se tiennent. Si leur dos est cambré, si leur poitrine est en avant, comme on dit. Les talons sont un élément de séduction, voire même de duperie. Elles adorent nous rendre fous, notamment avec leurs talons. Les hommes comme les femmes sont parfaitement conscients du pouvoir des talons. Le stiletto serait-il, à l'instar du fruit défendu, l'objet de tentation par excellence? Si Ève avait porté des talons, elle n'aurait certainement pas eu besoin de cette pomme. Les talons hauts sont l'accessoire ultime de la femme. Ils l'ont toujours été. Ils sont un symbole très évocateur de la féminité et ils font perdre la tête à la plupart des hommes. Le fétichisme est très répandu chez les hommes. Quand on ouvre n'importe quel magazine pour hommes, que ce soit Playboy ou autre, les femmes qu'on voit ne sont jamais complètement nues. En général, elles portent des talons hauts. Quand j'enlève mes chaussures sur scène pendant mes spectacles, j'ai toujours mes talons hauts invisibles. C'est-à-dire que je marche sur la pointe des pieds. Parce que se retrouver à plat alors qu'on est dévêtu, ce n'est pas une bonne idée. C'est aussi parce que ça nous rapproche du mythe en fait de la call girl, pas dans ce qu'il y a de misérable, mais dans ce qu'il y a de raffiné et de cher. Absolument indispensable. Des chaussures provoquent. Il y a toujours un soir où même si on n'est pas la reine de la nuit, on a envie de fantasmer un peu, de se mettre dans la peau d'une stripteaseuse. On s'apprêtait à sortir dîner avec mon fils de 21 ans
et je mets ses chaussures. Mais il les regarde et il me dit « Maman, c'est une blague, c'est hyper vulgaire ». Je lui ai répondu « Pas du tout, c'est le modèle de la saison ». Et il m'a dit « Peut-être, mais ça fait pute ». Je lui ai répondu « D'accord, elles sont vulgaires, très chères, mais vulgaires ». Mais je les ai quand même mises. Venez, je vais vous montrer des chaussures. De prostituées. Des chaussures de travail créées à cet effet qui ont pour fonction principale d'attirer sexuellement les clients. Les grands créateurs s'en sont fortement inspirés, ce qui veut dire que la haute couture a repris à son compte ce genre de code sexuel. Alors, si vous avez une paire de Versace qui ressemble à ça, qu'est-ce que ça fait de vous? La question se pose. Femme du monde ou femme de la nuit, les stilettos semblent le moyen le plus politiquement correct pour transmettre un message érotique. Comment se fait-il que les talons hauts soient chargés d'une si forte tension sexuelle? Pourquoi tant de sexe? Quand le talon est haut, aiguille, stiletto, peu importe, la courbure du pied fait que le pied reprend la position qu'il a pendant l'orgasme. La plupart des gens, évidemment, passent leur vie entière sans le savoir, ça n'a aucune importance, mais par contre, l'inconscient, lui, le sait et il reconnaît cette position d'orgasme et je pense que c'est ça qui doit générer un attrait fort de part et d'autre. Chose de très particulier dans cet objet dans lequel on enfile son pied. Alors tous les psychanalystes vous diront qu'il y a un équivalent très clair entre le pied et le pénis et que donc il y a aussi un équivalent encore plus clair entre cette chaussure qui va accueillir le pied et un vagin, une vulve qui le reçoit. Le pied est un organe très sensible, proéminent et un peu détaché du corps. Il peut procurer énormément de plaisir. Donc tout ça confère effectivement au pied une très grande intimité. Les pieds sont à la racine de la jouissance ultime. Ils sont la porte d'entrée qui mène au vagin d'une femme. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui savait sucer un pouce? Pas comme on suce un pouce quand on est petit, mais qui sait l'avaler, le lécher, jouer avec vos pieds dans certaines situations. Et je vous promets que ça fait son petit effet. Il se trouve que ce lien si étroit entre les pieds et la sexualité ne relève pas seulement du fétichisme. Certaines recherches neurologiques poussées l'ont d'ailleurs prouvé. Dans le cortex cérébral, les zones de réception sensorielle reliées aux pieds et aux parties génitales sont côte à côte. Il arrive souvent que deux parties voisines du cerveau communiquent entre elles. Et quand un court-circuit se produit, la courbure du pied s'intensifie. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les pieds et les talons hauts font partie des fétichismes sexuels les plus répandus. Il y a des degrés dans le fétichisme. Les degrés 1 et 2 sont parfaitement normaux. Le degré 3 pourrait correspondre à un homme qui insisterait pour que sa partenaire garde ses chaussures pendant l'acte, sans quoi il ne pourrait pas avoir d'érection. Et le degré 4, c'est un homme capable de se masturber juste en regardant une paire de chaussures. Ce n'est pas parce qu'il y a un pied et une chaussure que nécessairement il y a orgasme. C'est davantage un jeu qui prolonge le plaisir du corps et de l'esprit. On s'amuse à s'exciter, on cherche à anticiper le désir. J'ai un petit faible pour le striptease de la chaussure. J'aime la manière dont il faut la faire pivoter, la manipuler. On voit rarement des fétichistes du pied ou du soulier fétichisés sur des souliers plats.
Ces chaussures à talons toujours plus hauts s'inspirent des chaussures fétichistes. En voici un exemple datant des années 70. On constate que le talon est exagérément haut et qu'il y a une semelle compensée. On a également une bride à la cheville, comme une allusion au bondage. On retrouvera ces caractéristiques chez Manolo Blahnik, par exemple. Les brides bondage, le talon extrêmement fin. Donc plus le talon est fin et haut, plus les gens identifieront cette chaussure comme étant sexy. C'est une chose qui me tient à cœur de penser que vraiment les souliers, ça ne s'arrête pas à la marche, ça ne s'arrête pas aux pratiques d'une certaine manière. À cause de mon métier, ça je me rends bien compte, il y a des souliers qui sont du domaine du fétichisme. Les femmes peuvent avoir un rapport fétichiste avec leurs propres souliers. Les hommes fétichisent beaucoup sur les souliers des femmes aussi. C'est un fétichisme extraordinaire dans le sens où il est à portée de main. Consciemment ou inconsciemment, nous parons nos pieds de symboles fétichistes. Mais nous, les femmes, avons la chance de pouvoir faire jouer en notre faveur l'aura qui émane des stilettos. Celles qui portent les talons aiguilles, ce sont celles qui les utilisent comme instrument de pouvoir. Saint-Laurent avait bien compris ça, lui qui a tellement émancipé la femme par le vêtement. Il lui a dessiné des pantalons, des trenches, des choses qui étaient a priori masculines, qu'il a féminisées, mais il l'a toujours gardé sur des talons très hauts. Si on regarde aujourd'hui, par exemple, les femmes cadres à des hauts postes qui a priori pourraient se masculiniser pour s'infiltrer dans le réseau, elles ont tendance, pantalon ou jupe, à garder le talon très haut. Ce sont des chaussures qui disent « Je demande à être respectée ». Je suis ce genre de femme. Rien à voir avec de l'arrogance, c'est vraiment une question de pouvoir. Je prends le pouvoir. Celle-ci, c'est « Fais marcher ton imagination ». Je sais ce qui se passe dans ton esprit, mais je veux que tu me regardes et que tu te dises « Mais qui est cette femme? Que fait-elle dans ses chaussures? Que fera-t-elle après, quand elle sera chez elle ?» Je m'impose, j'arrive et je dis « Vous voyez mes jambes, vous voyez mes chaussures et comment je les porte. Je suis là, je suis forte, obéissez-moi. » Les talons hauts rendent les femmes plus impressionnantes. Mais je n'ai jamais réussi à me l'expliquer. Peut-être est-ce l'altitude, ou parce qu'elle se hisse à hauteur d'homme. Dès l'instant où les hommes d'affaires se mettront à porter des talons hauts, à ce moment-là, je croirai à la théorie du pouvoir. On dit souvent que les femmes portent des talons hauts pour se grandir et que ce seraient les hommes les plus grands qui auraient tendance à être PDG, président des États-Unis, etc. Alors pourquoi les hommes ne mettent-ils pas plus de talons? Alors d'accord, Sarkozy met des talonnettes, mais il ne les affiche pas. Il ne se balade pas en stiletto. Il ne se pavane pas en disant « Regardez mes nouveaux talons ». Au contraire, il n'a pas envie que ça se sache. Ça le gêne. Donc je pense que si les femmes portaient vraiment des talons pour avoir plus de pouvoir et pour être à hauteur d'homme, alors les hommes en porteraient aussi volontiers que les femmes. Je reste persuadée que les talons sont plus une question de sexualisation que de pouvoir. Tous les objets dits de séduction et de soumission au départ sont récupérés par les femmes affranchies qui, elles, au contraire, réinterprètent le symbole du vêtement à leur avantage et s'affranchissent en revendiquant la sexualité. Parce que, encore une fois, la sexualité et le pouvoir, ça va main dans la main. Si on veut aller au bout de son émancipation, il faut utiliser ces codes de pouvoir pour aller là où on veut aller. Je suis une femme indépendante.
Mais j'aime la façon dont les talons me rendent en même temps puissante et vulnérable. C'est une espèce d'objet de domination quand même un peu sur le monde extérieur. L'aspect un peu agressif de l'objet marque leur territoire, marque leur démarche, et en même temps ça les rend plus vulnérables. C'est ça l'espèce d'excitation qu'il y a autour de la chaussure, cette combinaison des paradoxes comme ça. Je pense que le talon porte cette dichotomie vulnérabilité dont on joue et puis force. Pour les féministes, les talons hauts actuels sont l'équivalent des pieds bandés en Chine. Comme si les talons, un peu comme les corsets, immobilisaient les femmes et renforçaient l'inégalité homme-femme. Je pense que la femme est plus finaude et que c'est un artifice. De toute façon, on sait que c'est des artifices et qu'elle sait qu'à tout moment, elle peut les enlever. Donc, elle profite d'être plus grande et de lui parler à la même hauteur, les yeux dans les yeux. Mais contrairement à ce que l'homme pense, elle peut s'en aller quand elle veut. Mais ça rend service aux deux. Voici une superbe chaussure, quoique assez originale, créée par Louboutin pour Rodarte. Elle illustre combien les talons peuvent se montrer féroces de nos jours. On est à l'opposé de la femme soumise et oppressée. Arme de séduction massive, objet de désir. Les talons hauts ne laissent personne indifférent. Et les hommes comme les femmes semblent y trouver leur compte. Et tandis que certaines seraient prêtes à vendre leur âme pour une paire de talons, d'autres implorent en secret « God save my shoes ». Les chaussures nous permettent en un clin d'œil de nous évader du quotidien. C'est le fantasme absolu et irrépressible de toute femme. Je sais que je porterai encore ces chaussures à 70 ans. Même pleine de rhumatisme, je volerai sur les talons les plus sexy du monde. Vous savez que vous pouvez faire n'importe quoi à votre homme si vous arrivez en ne portant rien d'autre qu'une paire de talons? Essayez. Surtout misez tout sur vos fesses. Si vous n'en avez pas, faites semblant. Désolé, coupez. Jamais je ne porterai de chaussures plates, même pour votre film. God Save My Shoes ou God Help My Shoes? Non, c'est God Save My Shoes. God Save My Shoes. God Save My Shoes. God Save My Shoes. Ce sont de vraies armes. Ah bah les chaussettes.